oiseaux, où côté jardin, nous allons vous présenter une démonstration d'oiseaux de proie en vol libre. Démonstration qui a pour but de vous montrer le vol, la beauté, mais aussi les caractéristiques d'oiseaux qui ont ou qui auraient pu peupler nos côtes picardes. Pour le bon déroulement de cette représentation, nous vous demanderons de respecter quelques consignes de sécurité très simples, qui sont de ne pas vous déplacer, de ne pas crier, mais surtout en aucun cas d'essayer de toucher nos oiseaux lors de leur vol, ou encore si ceux-ci viennent à se poser près de vous, ce pour leur sécurité, mais aussi pour la vôtre. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne démonstration. Les falaises normandes s'étendent jusqu'à Holt, à quelques kilomètres de la maison de l'oiseau. Ce mur de calcaire blanc, rongé par la mer, présente des trous, failles et crevasses pouvant servir de lieu de nidification aux oiseaux. C'est ici, rapide comme l'éclair, que surgit son ombre, le magistral faucon. Ses ailes en forme de faux lui confèrent une extraordinaire vitesse en piqué, ne laissant que rarement une chance à ses proies percutées en plein vol à plus de 300 km/h. Sa forme aérodynamique est sa force. Vitesse, précision et complicité sont les règles du jeu entre l'homme et l'oiseau. Regardez. Et nous allons commencer cette démonstration avec Pakista. Pakista, c'est une femelle de faucon sacre et nous allons réaliser avec elle un simulacre de chasse. Le croissant de cuir que fait tournoyer Céline, c'est un leurre et celui-ci représente une proie factice. Et vous voyez, le faucon va multiplier les attaques afin de se saisir de ce leurre. Alors, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, vous voyez que le faucon va s'en servir pour monter très très haut, pour se retourner et attaquer le leurre. Pakista, c'est encore un jeune oiseau, c'est la première année qu'elle vole sur le site, il faut quand même qu'elle découvre les courants, vous voyez qu'elle a un peu de mal quand même. Mais quand même, lors de son vol, je vous demanderai de faire attention à la forme de ses ailes. Celles-ci sont incurvées en forme de faux. C'est le cas chez tous les faucons et c'est ce qui leur a valu leur nom. Voilà, elle est un peu haut pour lui donner. D'ailleurs, pour lui donner le leurre, il faut que l'oiseau se trouve face au vent. Les rapaces, c'est un peu comme les avions, ils vont se servir du vent pour décoller. Mais ils vont un maximum essayer de se mettre face au vent parce que si le vent arrive par derrière, il risque d'être désavantagé. Voilà, c'était un petit attrapage de leurre. Je crois qu'on peut quand même féliciter Pakista. Elle ouvre aussi les plumes de sa queue, vous voyez. On dit tout simplement qu'elle couvre. Alors c'est une attitude très typique des rapaces, tout simplement ils vont cacher leur proie à la vue d'autres rapaces qui pourraient passer comme des buses ou encore des aigles. En effet, si jamais un aigle venait à passer et voyait que le faucon a une proie dans les pattes, eh bien il n'hésiterait pas à venir se nourrir de cette proie. Et même si le faucon oppose une quelconque résistance, eh bien il pourra même manger le faucon. Alors le faucon sacre, c'est un oiseau qui est présent sur le continent eurasien. C'est-à-dire qu'on la retrouve aussi bien en Asie qu'en Europe. Et en Europe, c'est un oiseau qu'on retrouve à peu près jusqu'en Autriche, ainsi que dans le sud de l'Italie. Faucon sacre qui d'ailleurs encore aujourd'hui est très utilisé en fauconnerie, entre autres par les fauconniers arabes qui s'en servent pour chasser un oiseau d'Amérique centrale. C'est un oiseau qui a une technique de chasse un peu particulière. En effet, les rapaces sont des chasseurs solitaires. La buse de Harris, elle, chasse en groupe. Il y a aussi une deuxième technique qu'on pourrait appeler une chasse en relais. En effet, les oiseaux vont se relayer derrière la proie jusqu'à ce que celle-ci se fatigue. Et au bout de 3 à 4 relais, bien, la proie est fatiguée, il n'y a plus qu'à l'attraper. Cet oiseau va se poster à l'appui sur un arbre mort et va attendre tout simplement que sa proie surgisse de son terrier. Alors faites attention, si vous tendez les mains quand les oiseaux passent, vous risquerez de les blesser, puis vous risqueriez de vous blesser aussi. C'est pas très recommandé. Vous parlez de la buse variable. La buse variable est l'oiseau agressif envers le fauconnier, c'est tout simplement son vol qui est comme ça. En comparaison par exemple à la buse de Harris qui est très calme. D'ailleurs la buse de Harris c'est un oiseau qui est encore très utilisé aujourd'hui en fauconnerie pour chasser. On sert d'ailleurs de cette buse assez couramment sur des périodes d'élevage de ses petits, les nourrir du miel de ses abeilles. Je crois qu'on va quand même pouvoir remercier le vol de nos deux petits planeurs, Atlas
notre bus féroce, ainsi que Salma, notre bus de Harris. Le premier qui a fait son apparition sur la tour, vous l'avez sans doute déjà vu, c'est le hibou grand-duc européen. Le hibou grand-duc peuple à peu près tous les paysages montagneux français. On le retrouve par exemple dans les Pyrénées, dans les Alpes ou encore dans le Massif central. Et le deuxième oiseau qui va voler maintenant avec Olivier, il va s'agir de la chouette Arfan, ou encore Arfan des neiges. C'est un oiseau qui va être peuplé du nord. Mais ce petit lemming ne se reproduit à peu près qu'en européen. On compare d'ailleurs assez facilement sa force à celle de l'aigle royal, qui est d'ailleurs capable de chasser des proies comme du maître pas couvé. Ces oiseaux ont une très bonne vue, d'ailleurs vous avez vu que la journée n'est déjà une fête. Eh bien ça va aller très très vite. C'est parti. Voilà, c'est réussi. Je crois qu'on peut féliciter Thor aussi. Frapper la proie au dernier moment, eh bien il va sortir les pattes pour se séduire et surtout de le localiser sans aucun problème. Alors, on va faire un petit jeu maintenant. Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelle est la différence? Alors effectivement, qui va lui permettre par exemple d'impressionner les congénères lors des parades nuptiales ou encore d'impressionner le moindre prédateur qui viendrait l'embêter. Les chouettes quant à elles, regardez, la tête de Fjord par exemple, elles ont la tête toute ronde. C'est ce qui différencie les chouettes et les hiboux. Pendant très longtemps on a d'ailleurs cru que les chouettes étaient les maris des hiboux, c'est totalement faux, la preuve, Fjord c'est un mâle et Thor c'est un mâle aussi. On va pouvoir remercier le beau vol. Je crois qu'il manque quelque chose quand même, non? Le pigargue à tête blanche. Bah oui, il a la tête mauve. Il n'a pas la tête blanche, exactement. Alors c'est tout simplement parce que c'est un jeune oiseau. Tacoplan n'a que 4 ans. Et les pigargues acquièrent leur plumage adulte vers l'âge de 7 à 8 ans. Donc revenez d'ici 4-5 ans, il aura une belle tête blanche. Enfin, vous avez pu voir quand même qu'il y a quelques flamèches blanches. Mais pour ça... Et en France, nous possédons aussi notre pigargue placé par rapport au vent. Et bien nous lui ferons un exercice de pêche. Nous mettrons une récompense dans le bassin. Alors l'idéal pour qu'il passera dans le bassin. Merde, chaton. Dans ta côte là, c'est un aigle qui pèse 3,2 kg à peu près. Regardez avec quel aisance il va être capable de pêcher. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir quand même. Quand j'ai pris la photo, il était déjà plus dedans. Alors la récompense que... avec dextérité les morsures des serpents lors de combats souvent inouïs. Je vous demande d'accueillir Nala, notre serpentaire africain. Il fait partie de la famille des falconiformes, c'est-à-dire la famille des rapaces diurnes. Bougez pas, regardez, elle va vous. Un rapace, je vous disais, c'est d'ailleurs le plus grand rapace du monde, le plus haut. Certains individus peuvent assez facilement atteindre 1,20 m de haut. Et on a là, on n'est pas loin. Et cet oiseau va peupler. Et vous vous doutez bien qu'avec un nom comme ça, ça ne lui a pas été donné par hasard. Alors on va faire un petit jeu. On va voir si vous êtes capable de deviner la signification de ce nom. Alors on va commencer très simple. D'ailleurs, je crois que la première question s'adresse plutôt aux enfants. D'après vous, pourquoi cet oiseau, on l'a appelé un serpentaire? Parce qu'il mange des serpents. Parce qu'il mange des serpents, exactement. Alors il ne mange pas que des serpents, bien sûr. Il va manger d'autres reptiles, comme par exemple des lézards ou des grenouilles. Nala d'ailleurs apprécie tout particulièrement les grenouilles. Il va manger des rongeurs et aussi quelques petits oiseaux tombés du nid. Alors maintenant la question est un petit peu plus compliquée. Elle s'adresse d'ailleurs un petit peu plus aux adultes. D'après vous, pourquoi cet oiseau, on l'a appelé un secrétaire? Alors il ne mange pas des secrétaires, je vous rassure. Heureusement pour elle, heureusement pour nous, parce que ce ne sera pas pratique non plus pour la nourrir. Hein. Il y a aussi ces petites parties emplumées noires, que Nala en haut des pattes, qui faisaient penser aux manchons que mettaient les écrivains afin d'éviter de se tacher d'encre. Et regardez avec quelle précision Nala va taper sur la tête. Alors regardez et écoutez aussi. Alors vous avez vu, ça tape très très fort. D'ailleurs là, on fout 3 grands maximum. En effet, Nala n'est pas immunisée contre le poison des serpents et la plupart des serpents qu'elle va chasser sont des serpents venimeux. Je crois qu'on peut même l'applaudir pour sa démonstration. Volé par de grands oiseaux hauts dans le ciel, observant
se nourrissent et nichent en groupe. Lorsqu'ils patrouillent, l'avantage du grégarisme apparaît clairement. Capables de voler haut, ils peuvent repérer la nourriture à distance, l'atteindre sans délai, en attirant d'autres vautours, tout cela en ne dépensant qu'une quantité qui s'établit autour des cadavres. Voici nos observateurs du ciel, les vautours. Voici donc l'arrivée de nos grands planeurs africains. Nous sommes d'ailleurs ici en présence de 4 espèces de vautours. Vous allez voir, les vautours vont sûrement vous passer au-dessus de la tête et vont surtout vous passer très près. Alors, je vous donne un petit conseil. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, vous voyez, c'est pas très pratique pour eux. Si jamais un vautour venait à passer près de vous, n'hésitez pas à vous baisser et surtout baissez-vous vers l'avant pour éviter de prendre ses pattes dans la tête. Alors, d'ailleurs, je crois qu'on va pas trop s'amuser aujourd'hui à les faire passer au-dessus de vous. Le vent est beaucoup trop violent et risquerait vraiment les vautours. Non, c'est un vautour de Rupel. Le vautour de Rupel, c'est le vautour le plus courant en Afrique. Il n'est pas rare d'ailleurs d'en trouver un peu. C'est un vautour qui différencie un peu de par sa couleur. En effet, c'est le seul vautour qui décolle maintenant et qui va arriver sur le point de ses lignes. Alors il est jeune tout simplement parce que regardez, sa collerette est brune, son dos est brun et le dessous de ses ailes n'est pas tout à fait blanc. Alors que le plus vieux qui est là-haut, qui se trouve à droite, qui décolle maintenant, ce sont des vautours qui sont eux aussi très courants en Afrique. Un peu comme le vautour de Rupel. Et le dernier, ça c'est Scar, c'est pas grave. C'est par les viscères, et ils vont devoir donc, pour s'en nourrir, plonger la tête dans ces cadavres. Et si jamais ils étaient plumés, eh bien ces plumes seraient souillées, et ça risquerait d'amener des maladies qui pourraient être graves, voire mortelles pour l'oiseau. On va pouvoir remercier nos grands planeurs africains, nos vautours. Les rapaces sont source d'admiration et d'inspiration. Le Milan noir compte parmi les acrobates de la nature. Funambule des airs, il peut se saisir d'insectes pris en plein vol. Le Milan s'observe souvent au-dessus d'Israël, au printemps. Sur la... Regardez, ce sont de très grands chasseurs d'insectes qu'ils vont attraper en plein vol, un peu de cette manière. Et lorsqu'ils vont avoir attrapé ces insectes, c'est des oiseaux assez grégaires et qui n'hésitent pas un peu à se chamailler pour de la nourriture. Alors, ces oiseaux d'ailleurs aiment particulièrement nicher le long de fleuves ou encore de rivières. On les retrouve assez couramment le long du Rhône ou encore de la Saône. Et ce sont, vous allez voir, ils vont se saisir de leur récompense à la surface de l'eau. Alors ils sont capables de pêcher quelques petits poissons comme par exemple du rotan, du gardon ou encore de la blé. Alors si le milan noir par contre n'est pas présent toute l'année en France, il existe un autre milan qui niche. Alors, il n'est pas nombreux mais présent dans le sud, c'est le milan royal. Le milan royal est plus gros que le milan noir. Il est assez facile d'ailleurs à reconnaître en vol puisque si les milans noirs ont une queue triangulaire lorsqu'ils volent, eh bien les milans royaux, eux, ont une queue échancrée. Ils sont aussi plus gros et surtout beaucoup plus clairs. Ils sont d'ailleurs de très bons planeurs. Sauf quand ils finissent dans les haies, mais bon, ça c'est pas trop ça. Alors vous avez vu quand même que le vent désavantage un petit peu de nos oiseaux, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas mal. Ça fait un peu pince dans la haie, mais c'est pas grave. Alors on va faire un deuxième petit exercice. Maintenant, vous allez voir.